Lorsqu'on parle de richesse ou en matière d'argent, est-ce que les Africains savent vraiment c'est quoi devenir riche? Lorsqu'on parle de prospérité, de richesse financière, est-ce que nous, Africains, nous savons c'est quoi vraiment devenir riche? C'est quoi être riche? Parce que lorsqu'on parle de la richesse, je me rends compte que beaucoup d'Africains font énormément d'amalgames. On ne sait pas c'est quoi, justement, être riche. Pour plusieurs, que être riche, c'est afficher les signes ostentatoires de richesse. Donc l'Africain, pour lui, la richesse, l'Africain ou l'Africaine, hein, lorsque l'Africain veut te montrer qu'il est riche, c'est pas les possessions en fait, c'est pas les biens matériels. Ah, tu as vu la maison que j'ai construite, elle m'a coûté 400 millions. Ah, tu as vu la voiture, le prix de ma voiture, c'est-à-dire que c'est 200 millions. Ah, tu vois mon sac a coûté, c'est-à-dire que 5 000 euros. Ah, tu vois mes vêtements, c'est des vêtements, c'est-à-dire que de plus de 10 000 euros. Ah, tu vois, c'est-à-dire que mes chaussures. Ah, tu vois, c'est-à-dire que voilà, mes destinations de voyage. Donc, pour l'Africain, pour ne pas dire, c'est-à-dire que pour être très sympa, pour ne pas dire que le pauvre, tel que définit justement sa richesse par la possession de biens matériels. Ce qui est tout à fait aberrant. Quand on sait très bien que pour le riche, la définition de la richesse, c'est d'avoir les actifs. C'est de créer du patrimoine, c'est créer la richesse. Donc tu vois que quand tu dis ma maison, tu dis la voiture, tu dis mes vêtements, tu dis mes sacs, les voyages, les petites que tu colles, tous ces achats de biens matériels qui sont dans l'ordre du passif, c'est les dépenses en fait. C'est de la pauvreté, tu ne crées pas la richesse. Et quand on sait très bien aussi que la richesse aussi, les riches ont compris que la richesse c'est quelque chose qui se construit. C'est une discipline qu'ils appliquent tout au long de leur vie, afin de continuer à perpétuer la richesse de génération en génération. Donc c'est une étude, c'est une connaissance, c'est une science. C'est une science qu'ils apprennent, qu'ils transmettent de père en fils, ainsi de suite, de génération en génération. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans le monde, lorsque vous voyez, on dénombre plutôt beaucoup de richesses familiales. Et de l'autre côté, on sait très bien que la pauvreté, pour sortir de la pauvreté, pour qu'une famille sorte de la pauvreté, il faut au moins 5 générations. Et 5 générations, c'est minimum 150 ans. Donc tu imagines, toi aujourd'hui, je ne sais pas quel type de business tu fais. Je ne sais pas quel est le métier que tu fais. Peu importe le salaire que tu gagnes. Tu penses qu'avec ton salaire, tu pourras sortir ta famille de la pauvreté? Je dis, il faut 150 ans. Et quand on sait aujourd'hui que les emplois ne sont pas aujourd'hui sécurisés, le CDI que tu as aujourd'hui, pour plus X ou Y raisons, tu peux les perdre. Et aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. Pour des raisons climatiques, on a vu plusieurs entreprises ont fermé et ont limogé plusieurs personnes. Pour les raisons sanitaires, on a vu cette crise qui est venue comme ça ébranler le monde et qui a fait fermer plusieurs entreprises. Pour les raisons économiques, on a vu il y a des crises économiques qui viennent comme ça faire fermer plusieurs entreprises. Bien que tu aies ton CDI, tu te retrouves en train de perdre l'emploi. Donc tu vois que, en réfléchissant de la sorte, tu vois très bien que ce n'est pas en étant salarié que tu pourras sortir ta famille de la pauvreté. Ce n'est non plus, voilà, si ce n'est pas en étant salarié, donc tu comprends maintenant que c'est en faisant quoi? On fait comment pour gagner de l'argent, pour avoir beaucoup plus d'argent et surtout pouvoir conserver cet argent. Parce que le grand malheur que nous avons, le grand malheur que nous avons en Afrique, ou que la plupart des pauvres dans le monde ont, c'est qu'ils ne savent pas comment conserver cet argent-là. Ils savent gagner, mais ils ne savent pas conserver. Le pauvre sait comment gagner de l'argent. Oui, par le travail, par des activités, tu gagnes de l'argent. Mais maintenant, comment tu conserves et surtout comment tu multiplies maintenant? C'est là où la notion de richesse arrive. Et moi, c'est là où je vais amener plusieurs d'entre vous.
voyez que plusieurs d'entre vous, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Vous gagnez de l'argent. Le problème va résider maintenant à comment conserver. Certains d'entre vous, vous savez, certains savent comment faire de l'économie un peu, de l'épargne. Mais comment maintenant multiplier, fructifier cette épargne-là, c'est là où vient le problème. Parce que d'autres vont épargner, oui, ils vont bien épargner, mais pour après aller acheter les biens matériels, aller acheter le gros sac, aller acheter le gros costume, aller déposer les bouteilles, justement en boîte de nuit, aller coller les petites, faire des voyages en voiture, en voilà, aller acheter sa résidence principale. Tout ça, c'est-à-dire que pour le mature, en fait, pour le paraître. Comment est-ce que, avec cette mentalité-là, cette philosophie-là, on peut bâtir des richesses générationnelles? Et c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Et quand c'est comme ça, si on n'a pas cette éducation-là, comment est-ce qu'on pourra faire en sorte que nos familles soient prospères? Que nos familles soient prospères, c'est-à-dire que sur 5 générations. Parce que lorsque vous voyez ici en Occident, il y a des familles prospères. Les grandes familles, c'est les grandes familles qui tiennent l'économie ici en Occident. C'est les grandes familles qui tiennent l'économie ici en Occident. Donc moi, c'est vers là que je voudrais que vous amenez chacun de vous. Moi, c'est ce qui m'a poussé à aller entreprendre. Et tu vois que j'insiste ici que la vraie richesse doit être familiale. Contrairement à ce que vous pensez, l'origine de l'argent, si plusieurs familles sont disloquées aujourd'hui, c'est par rapport à l'argent. Or que l'argent, c'est tout simplement un outil. Si nous sommes honnêtes, c'est parce qu'on ne maîtrise pas, justement, c'est quoi l'argent. Si aujourd'hui vous avez tous les problèmes du monde avec vos familles, c'est concernant l'argent et c'est parce que vous ne maîtrisez pas cette science-là. Mais c'est une science qui s'apprend. Ça demande de se découvrir. Ça demande de savoir qui on est. Ça demande de savoir où est-ce qu'on va. Et qu'est-ce qu'on veut devenir? Si votre objectif, c'est de bâtir une famille prospère, une famille forte, ben, ça va demander ce que ça va demander. Ça va demander de payer le prix aussi des différents challenges qu'il y aura. Je ne sais pas combien vous êtes dans une famille. La famille, si je parle le père, les enfants, les frères et sœurs, si on va dans la famille élargie, ça va peut-être demander aussi le cousin, les neveux et les nièces. Mais déjà, dans la famille nucléaire, ça va demander que chacun de vous connaissez assez. Ça va demander que vous ayez un socle commun. Si le socle commun, c'est la prospérité de la famille, ça va demander que là-dedans, qu'il y ait des valeurs que vous observez. Et ça va surtout demander une discipline sur le plan de l'éducation financière. C'est quelque chose qui s'apprend. L'éducation financière, ça s'apprend. Comment gérer l'argent? Comment fructifier cet argent? Maintenant, il faudrait aller vers... Lorsque tu as appris comment gérer l'argent, donc gérer l'argent, comment faire de l'épargne, comment garder l'argent en très bon père de famille. Une fois que tu as géré ton argent, faire de l'épargne, il va falloir aussi que, comme je t'ai dit, ce n'est pas en épargnant qu'on devient riche. C'est en multipliant cet argent, en faisant travailler l'argent. Comment faire pour pouvoir faire travailler de l'argent maintenant? Ça va demander que tu acquiers d'autres compétences. Ça va demander peut-être que tu apportes un service ou que tu apportes un produit aux personnes. C'est en impactant la vie des personnes. Maintenant, je suis en train de te parler d'un business qui va sur 5 générations, qui va au minimum sur 150 ans. Lorsque tu regardes autour de toi aujourd'hui, quel est le business que tu peux aller faire qui puisse comme ça te caler sur 150 ans? En étant salarié, est-ce que tu pourras travailler pendant 150 ans? It's not possible. Est-ce que tu as dit que certains vont peut-être penser qu'en allant jouer au loto, est-ce qu'en allant jouer au loto, tu pourras te garder ta famille prospère pendant 150 ans? En allant, tu as dit que peut-être tricher, voler, coucher. Il va falloir que tu cherches un business qui puisse te dire que porter ta famille comme ça prospère pendant 150 ans, sur 5 générations. Est-ce que si tu vas faire le Yango aujourd'hui, tu pourras être prospère, ta famille pourra être prospère dans ce business pendant 150 ans? Est-ce que si tu vas faire le business aussi aujourd'hui en ligne, on te parle de dropshipping, on te parle de Amazon MBA,
Est-ce que tu pourras être prospère comme ça pendant 150 ans? Tu vois, c'est comme ça que tu vas poursuivre le monde. Si tu vas dans les business de services, est-ce que ce business-là, tu pourras être prospère? Quand je dis prospère, donc, je te parle ici des contingences. Est-ce que tu pourras contrôler ce business-là? Parce que être prospère pendant 150 ans, ça va demander que tu sois au contrôle du business. Que tu sois au contrôle. Tu vois que la plupart des business que les personnes font aujourd'hui, c'est des business qui sont éphémères. C'est des business qu'on commence, au bout de 2 mois, ça a chuté. C'est des business où on commence, au bout de 6 mois, ça n'existe plus. C'est des business où, au bout d'1 an, au 3 ans, ils ont disparu. Ils sont passés à autre chose. C'est ce qui fait en sorte que nous ne soyons pas aujourd'hui très puissants. C'est ce qui fait que la pauvreté, c'est-à-dire qu'on soit pauvre en Afrique. Il ne faut pas chercher. Parce que nous ne sommes pas stratèges. J'ai coutume à te dire ici que lorsque tu regardes en Occident, les États-Unis sont les États-Unis aujourd'hui parce qu'il a fallu la volonté de 400 familles américaines. 400. Je te nomme des fois les familles telles que les plus célèbres qui sont la famille telle que Rockefeller, la famille Andrew Carnegie, la famille telle que les frères Lumière. Et tu sais que Rockefeller, tu sais comment il a commencé? Il a commencé tout petit, comme négociant, tandis que il avait comme métier comptable. Il allait dans le négoce des semences. Après, il a bifurqué dans le pétrole. Après, il s'est diversifié que dans les banques, les stations, jusqu'à nos jours aujourd'hui, à plus de 100 ans, on continue à consommer les produits de Rockefeller. Lorsque tu vas mettre le pétrole dans une station essence, c'est le pétrole Rockefeller. Ils ont les banques. Andrew Carnegie, pareil. Les JP Morgan, c'est des business qui fonctionnent encore jusqu'à maintenant. Tu as dit que les familles Ford, avec les voitures Ford, tu as les General Motors, tu as comme ça plusieurs, c'est 400 familles qui ont fait en sorte que les États-Unis soient avec les États-Unis aujourd'hui, qui ont façonné les États-Unis sur le plan économique et même sur le plan politique parce qu'ils ont pesé de leur poids sur les décisions politiques des États-Unis. Quand tu viens ici en Europe, pareil, c'est les grandes familles. En Allemagne, quand tu as les Mercedes, quand tu as tout cet Volkswagen, tu as comme ça dans l'automobile, tu as dans l'agroalimentaire, c'est les familles en fait. Tu viens en France, pareil, c'est les grandes familles. C'est les grandes familles qui sont là, de génération en génération, en train justement de perpétuer, de faire prospérer leur richesse. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir bâtir, parce que tout doit partir vers la base. Si nous ne sommes pas déjà soudés sur le plan familial, comment voulez-vous que nous soyons soudés sur le plan de la communauté ou même sur le plan national? On a comme ça plusieurs diverses choses qui nous divisent. Le tribalisme nous divise déjà. Comment est-ce qu'on pourra faire pour être riche? On vient même déjà disloquer nos familles. Vous avez des personnes qui vous disent que non, il ne faut pas travailler avec la famille, il ne faut pas faire ceci avec la famille, il ne faut pas, la famille va vous ruiner. Non, c'est tout simplement parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Vous pensez que Dieu a été fou de créer la famille? Vous pensez vraiment que Dieu a été fou de créer la famille? Alors si vous ne travaillez pas en famille, si vous ne vous entendez pas en famille, comment vous pensez être prospère? Comment, si vous ne travaillez pas en famille, comment vous allez pouvoir travailler avec des personnes que vous ne connaissez pas? Si vous pensez que les liens de sang vont vous trahir, vous pensez donc que les personnes qui n'ont pas de lien de sang avec vous sont des enfants de cœur, vont vous faire des cadeaux? Donc, tu vois que là-dessus, c'est tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas la connaissance, on ne maîtrise pas la science. On ne maîtrise pas comment fonctionne le business. Moi, quand je suis allé dans le domaine agricole, c'est parce que j'ai vu que c'est au travers de l'agriculture qu'on pourra bâtir des business prospères et des business générationnels. Et là-dessus, parce qu'il y a un modèle. Il y a un modèle. Quel est le modèle qui puisse me faire en sorte que ma famille soit prospère sur 5 générations? J'ai vite fait faire le tour.
J'ai regardé comment ça se passe ici en Occident. Je vous ai dit qu'ici en Occident, je sais comment le modèle agricole se passe. C'est le modèle agricole industriel, intensif sur la monoculture, spécialement des céréales, la mécanisation, avec les produits chimiques, de l'engrais, énormément, c'est-à-dire que énergivore, parce qu'il faut de l'énergie, il faut de l'énergie fossile, dont le pétrole, le gaz, les engrais, les herbicides. Et il faut, c'est-à-dire que voilà, pour que ce soit rentable, soit sur de grosses superficies, tu vois dire que tout de suite, lorsque tu veux te lancer, tu dois déjà commencer à te projeter. Est-ce que tu as dit que c'est un business qui est rentable sur le long terme? Le coût de production par rapport au prix de revient, est-ce que c'est viable? Est-ce que je peux me projeter comme ça sur plus de 150 ans? C'est comme ça qu'on regarde. Lorsqu'on regarde nos modèles industriels intensifs, non. On voit que c'est un modèle qui est appelé à asphyxier plutôt le producteur, à appeler le producteur tel que justement à travailler plutôt pour le système. Or que l'agriculture, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, qui doit se faire de façon naturelle. Les semences, nous avons des semences dites locales qui sont données par la nature, mais tu vois aujourd'hui que les semences aujourd'hui sont les propriétés voilà, de certains groupes, grands groupes agro-industriels de la semence, des propriétés privées, où tu dois à chaque fois acheter. Est-ce que tu peux être rentable comme ça sur 150 ans? Aujourd'hui, avec les phénomènes de changement climatique, est-ce que ton business peut être prospère que sur plus de 150 ans? Le réchauffement climatique est là. On voit les dégâts que ça fait. Le problème, c'est-à-dire qu'avec les pénuries d'eau, le problème avec les types de sols, le problème que nous rencontrons sur la biodiversité, les pertes, par exemple, des abeilles, dues à nos pratiques. Est-ce que sur 150 ans, tu peux continuer à pouvoir produire de façon chimique, intensive, industrielle? C'est comme ça que tu penses. Et je me rends compte que très peu d'entre nous pensons ainsi avant de le faire. On veut tout simplement la rapidité. Parce que lorsque je pose la question, beaucoup disent « Ah ben Thierry, moi je veux un business qui me donne l'argent facilement, rapidement. » Non, lorsqu'on veut bâtir un empire, lorsqu'on veut bâtir un projet, lorsqu'on veut bâtir un business générationnel qui va sur plus de 150 ans, on se doit de voir toutes les contingences. On se doit de payer le prix ici de la connaissance, le prix ici des challenges, des difficultés qu'on va rencontrer sur le terrain, le prix ici de la patience, le prix d'une vision sur le long terme. On se doit d'être discipliné parce que sortir sa famille de la pauvreté ou rester dans la richesse, dans une richesse générationnelle, ça va demander quand même qu'on ne parte pas en abordage. Ça va être tout sauf facile et rapide. Donc tu vois donc que les personnes qui cherchent les richesses faciles, rapides, on sait vers où les personnes vont. Les personnes vont aller vers le loto, aller jouer au loto, aller jouer au Njambo, aller chercher le porte-monnaie magique, aller vers la facilité, aller se prostituer, aller voler. Mais on sait comment ça finit. Tu ne peux pas bâtir une richesse pure avec ça. Donc, une fois que j'ai expliqué ça, tu comprends maintenant que la richesse ici, ce n'est pas l'argent. Parce que là où on se perd, beaucoup pensent que la richesse, c'est l'argent. Non, la richesse, c'est le patrimoine que tu crées. Le patrimoine que tu crées. Donc, lorsque tu es à l'étape de la création de la richesse, ça demande un temps. Donc, lorsque tu vas maintenant vers le domaine agricole, puisque c'est l'agriculture que j'ai choisi, tu te dois maintenant d'observer plutôt un modèle qui va imiter la nature. Lorsque tu regardes les différentes forêts que nous avons, les prairies que nous avons, est-ce qu'il y a une intervention humaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient arroser, c'est-à-dire que nos forêts, qui vient amender les forêts, qui vient, je veux dire, apporter les nutriments ou apporter de l'eau? Non. Pourtant, il y a de la vie. Pourtant, il y a des arbres qui prospèrent de façon majestueuse et donnent de bons fruits. Donc, lorsque tu es un peu observateur, tu observes la nature, tu ne peux qu'imiter la nature. Et le modèle qui puisse vraiment imiter la nature à merveille, c'est le modèle d'agroforesterie.
C'est le modèle d'agroforesterie en association. Parce que quand tu vois dans la prairie, dans la forêt, tu ne vois pas, il n'y a pas qu'une seule variété d'arbres. Tu vois que la nature te donne plusieurs variétés d'arbres, avec plusieurs variétés de production de fruits. Et dans la nature, tu vois, c'est vertical et horizontal. Donc tu as des arbres qui vont en croissance verticale, tu auras des petits arbustes, et tu auras aussi, c'est-à-dire que des légumineuses, des herbes. Des herbes. Et chacun cherchant avec voilà, la lumière, la photosynthèse. Tu as des arbres qui vont, eux, ont besoin de photosynthèse, vont aller chercher la lumière. Certains ont besoin de moins de lumière, peuvent dire que s'épanouir sans photosynthèse. C'est le cas, par exemple, des champignons. Mais tout ça, ça fonctionne en symbiose. Parce que la nature, elle est là pour créer le carbone. Tout ça, ça crée le carbone. Et dans ce carbone-là, tu as la vie bactérienne qui fonctionne. Tu as les micro et les macro-organismes qui vont jouer le rôle, donc maintenant, de brassage, vont brasser, vont broyer sur ce carbone-là, dans cette végétation, vont se nourrir de ça, vont déféquer, vont nourrir ton sol et vont produire. Donc lorsque tu observes ça, que tu fais pareil. Moi, c'est pour ça que je suis allé, tu vois, je te parle ici de la culture du Nyangsang. C'est ça le Nyangsang. Le Nyangsang qui est l'ACPI. Donc lorsque tu as produit le Nyangsang, tu vois, c'est ça. Le Nyangsang, c'est un arbre. Un arbre qui peut entrer en production au bout de 4 ans, 5 ans grand max. Parce qu'aujourd'hui, avec les techniques de griffage et de marcottage, on a cette technique-là. Alors qu'avant, il fallait semer la graine et attendre des fois 20 ans. Parce qu'il faut comprendre que dans le Nyangsang aussi, le Nyangsang est hermaphrodite. Le Nyangsang, il y a des arbres mâles, il y a des arbres femelles. Si tu as le malheur d'avoir planté une graine femelle, un mâle, ben, tu vas attendre 20 ans et tu n'auras même pas de production. Tu vois que c'est ça qui a peut-être découragé aussi nos anciens. Aujourd'hui, tel que par la technique de greffage, on peut te sortir un greffon qu'on va fixer, c'est-à-dire que sur un porte-greffe, et on te rassure qu'au bout de 4 ans, ça produit. Parce qu'on allait prélever ce greffon-là sur un pied femelle qui produit. C'est ça la science en fait. Voilà la technique qu'on a aujourd'hui. Et cette technique-là nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des plantations, domestiquer ces plantes-là, faire des vergers, c'est-à-dire qu'à perte de vue. Et savoir qu'un sac de Nyangsang aujourd'hui, c'est 350 000 francs CFA. Donc imagine si tu fais 1 hectare, juste 1 hectare, où tu as une centaine d'arbres, combien d'argent ça peut te faire? Tu vois que rien qu'avec ça, tu laisses ta famille dans la prospérité. Maintenant, je te dis, tu ne fais pas que uniquement le Nyangsang. Tu associes maintenant les cultures vivrières parce que le Nyangsang entre en production au bout de 4 ans. Mais tu me diras, ah, 4 ans, c'est trop long, je ne peux pas attendre. Voilà, encore l'esprit des court-termistes. Maintenant, je vais te dire non. Penser comme ça veut dire que tu n'as pas poussé la réflexion. Tu peux planter ton Nyangsang comme culture principale. Mais dans les interlignes, donc cette fois-ci, comme je t'ai dit, il ne faut pas te dire, voilà, si tu veux imiter la nature, tu ne dois pas laisser des espaces libres. Il ne faudrait pas que le soleil tape le sol parce que c'est du gâchis en fait. Le soleil qui est là, te dit que c'est le diamant, c'est une richesse immense pour les plantes. Donc, dans les interlignes, tu vas te dire que planter ou s'aimer les cultures vivrières. Tu pourras par exemple mettre le manioc, tu pourras par exemple mettre le macabo, le taro, les arachides, même ton maïs de consommation, le haricot. Donc tu imagines si tu as comme ça 5 hectares, tu pourras mettre des cultures vivrières, bananes, plantains, tout ça, l'igname. Tu associes parce que le manioc, c'est une culture qui va sur 8 à 12 mois. Le macabo, pareil. La banane plantain, 8 à 12 mois, tu vas récolter. Donc maintenant, les cultures qui vont sur 3 mois, tu pourras les faire. Tu pourras faire un secteur où tu fais par exemple le maraîchage. Donc tout ça, ça va te demander quoi? Ça demande de la connaissance en fait. Hein. Ce que tu dis là, ça demande de la connaissance. Ça demande de la connaissance. Donc tu vois que pendant tes 4 ans, tu auras comme ça des cultures vivrières que tu pourras récolter à tout moment. Et derrière ça, ça va te permettre de pouvoir entretenir ta plantation,
de pouvoir payer ton personnel, de pouvoir vivre. Et au bout de 4 ans maintenant, tu vas recommencer à récolter la culture principale qui est le Jiangshan. Tu fais ça pareil avec le palmier à huile. La même politique que le palmier à huile. Mais le palmier à huile, l'avantage, c'est qu'au bout de 3 ans, ça entre en production. 3 ans dès que ça entre en production, tu commences à récolter. Et ça va sur plus de 80 ans. Ce que je n'ai pas dit, avec le Jiangshan, c'est un arbre. Le Jiangshan peut aller sur plus de 200 ans. 200 ans, c'est un arbre. Tu fais pareil avec le mpébé. Le mpébé, le même procédé, c'est un arbre, ça va sur plus de 200 ans. Tu fais pareil avec les rondelles. Les rondelles, c'est un arbre, ça va sur plus de 200 ans. La même politique j'ai faite avec le poivre. Le poivre, pareil. Le poivre, c'est le même procédé. C'est une culture qui pousse dans les sous-bois. Donc, tu vois, ça demande un certain microclimat. Les tuteurs qui sont là, les tuteurs sont des arbres. La liane, elle monte sur le tuteur. Le poivrier entre en production au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce que tu fais? 2 ans et demi, 3 ans, tu ne vas pas commencer à paniquer, à dire, mais Thierry, comment je vais faire? Non. Tu fais la même politique. Dans les interlignes, tu planes les cultures vivrières. Les cultures vivrières vont te permettre, c'est-à-dire que pendant la période de soudure, pendant la période de l'attente, là, de récolter. Et au bout de 2 ans et demi, tu récoltes ton poivre. 1 kilo de poivre, c'est combien? 1 kilo de poivre. Au pays, c'est que ça aussi entre 10 000 et 20 000 francs. Lorsque tu viens ici en Occident, c'est entre 100 et 400 euros le kilo. Un hectare facilement peut te donner 1 200 000 euros. Et la culture du poivrier va sur plus de 80 ans. 80 ans. C'est ça les richesses générationnelles en fait. C'est vers là qu'on se doit d'aller. Donc quand on commence à bâtir comme ça des richesses familiales fortes, qui durent dans le temps, on peut commencer à tutoyer maintenant certains business d'envergure. Lorsque tu te lances comme ça, sur des vergers, de Jiangshan, de Pitacola, lorsque tu te lances comme ça sur une culture comme le poivre, sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, et que tu payes le prix, tu arrives au bout. Dis-moi quel est le business que tu ne peux pas faire. Même si demain tu n'es pas là, tes enfants vont suivre. Ça va sur plus de 80 ans, ça va sur 100 ans le poivre. Tu n'es pas là aujourd'hui, ta famille, tes enfants vont prendre le relais. Les enfants de tes enfants vont prendre le relais. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir des familles puissantes. Et aller maintenant tutoyer des business qui demandent vraiment beaucoup plus de capitaux. Comment est-ce qu'on va faire pour acquérir de la technologie telle que sur tout ce qui est satellite, sur tout ce qui est fabrication du gros matériel pour pouvoir extraire le pétrole ou extraire, c'est-à-dire que nos différents tels que minéraux. Comment? Ce n'est pas la science, c'est pas ça demande les moyens. Comment est-ce que tu pourras aller faire pour pouvoir exploiter aujourd'hui une mine? Parce qu'il y a des business sur lesquels nous, on ne peut même pas aller. La mine, on manque de connaissances. Et on manque surtout des moyens, ça demande les moyens. Les moyens technologiques, les moyens scientifiques, les moyens, le matériel tel que lourd. Donc c'est comme ça qu'on pense. C'est comme ça que les riches pensent. Et ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir sortir nos familles de la misère d'hier. Bon, c'est comme ça que j'ai pensé que la richesse doit être quelque chose de collectif. Que c'est une science, ce n'est pas sorcier. Quand tu as compris le mécanisme, c'est de venir aussi expliquer maintenant à tes frères et sœurs que, hey, les gars, je ne suis pas riche parce que je suis allé voir à Lamimbo. À Lamimbo, ici, c'est le marabout. Non. Je ne suis pas riche parce que je suis resté faire les incantations ou les jeûnes de 52 jours. Non. Je suis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, riche parce que j'ai décelé, c'est-à-dire qu'un problème, parce que j'ai peut-être un talent, parce que j'apporte une solution. La solution peut être ici un produit ou un service. Et c'est le fruit de mon travail, en fait. C'est parce que je suis discipliné dans ça. C'est le fruit de mon travail. Si tu me vois, tu as dit qu'avoir de l'argent, l'argent n'est que la conséquence, c'est le résultat de la valeur que j'apporte aux autres.
Donc voilà ce projet que nous devons faire. Voilà. Restons concentrés dessus. Est-ce que les gens aiment consommer? Est-ce que les gens consomment le poivre? Oui, le poivre est l'une des cultures les plus consommées au monde. C'est l'épice la plus consommée au monde. C'est la troisième épice la plus rentable au monde. Alors, servons donc au monde le poivre. Concentrons-nous dessus. Est-ce que nous avons la connaissance là-dessus? Non, non, nous n'avons pas la connaissance. Formons-nous. C'est comme ça que j'ai parlé avec mes frères et sœurs. Je suis allé chercher la connaissance. C'est la connaissance qui nous manque. Et nous sommes restés disciplinés là-dessus. Est-ce que c'était facile? Non, ça n'a pas été facile. Est-ce qu'il y avait des difficultés? Oui, il y avait des difficultés. Mais est-ce qu'on avait un objectif? Oui, on a un objectif. L'objectif, c'est nous sortir de la pauvreté, impacter tel que nos différentes vies et impacter la vie des personnes qui nous entourent. Honorer tel que la mémoire, tel que nos parents décidaient et nos grands-parents décidaient. C'est ça l'objectif. Et aujourd'hui, c'est de venir vous impacter le monde. Est-ce que il y a besoin de crier sur l'huile de palme? Oui, il y a besoin de crier sur l'huile de palme. Restons focus là-dessus, les gars. Oublions les commentaires, laissons tels que les à côté. Laissons les histoires que non, c'est à cause de X ou Y qu'on n'avance pas. Ou c'est à cause de la France qu'on n'avance pas. C'est à cause des Occidentaux qu'on n'avance pas. Un autre problème, c'est que c'est l'esclavage. Oublions ça, les gars. Restons focus tel que sur l'objectif. Restons focus sur l'objectif. Coûte que coûte, vaille que vaille, payons le prix, ça va payer. Les gars, ce n'est pas sorcier. C'est le discours que j'ai eu avec mes frères et sœurs. Si vous voyez, si tu vois ce résultat-là, c'est ça en fait. Et il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Le secret, c'est la discipline. De rester discipliné là-dessus. Et de voir maintenant les contingences. Parce que l'avantage avec l'agroforesterie, c'est que, tu vois, là-dessus, c'est un système qui respecte l'écologie, qui respecte l'environnement. Surtout, c'est un système où le coût de production n'est pas énorme. Parce qu'on gagne lorsque le coût de production est bas. Et surtout lorsqu'on a le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. On a le contrôle sur les semences, on a le contrôle sur l'expertise, on a le contrôle sur les sols, on a le contrôle sur l'environnement, on a le contrôle sur la zone agroécologique. On a le savoir-faire, le savoir faire. On a que les consommateurs, oui, parce que c'est des produits qu'on consomme déjà nous-mêmes. Nous ne sommes pas dépendants de la consommation extérieure. Tu vois? C'est comme ça que tu vois, pour pouvoir valider que ton business est rentable. Est-ce que c'est des produits qui se consomment tous les jours? Oui, c'est des produits qui se consomment tous les jours que Dieu a créés, par toutes les couches de la population. Et il n'y a pas de restriction ni religieuse, ni médicale. Tout au contraire, c'est des aliments, comme j'ai coutume à dire, c'est des aliments et c'est des médicaments en même temps. C'est ce que je n'arrête pas de te dire ici. C'est comme ça que tu fais pour valider ton business. À moi de te poser la question maintenant. Lorsque tu regardes en Afrique, autour de toi, les familles dont on cite la richesse, leur richesse était sur combien de générations? Même les anciennes familles, comme moi, étant tout petit, je savais, on citait, c'est des familles aujourd'hui qui sont disloquées. Pourtant des familles de multimilliardaires. Mais qui n'ont pas su que faire la transmission en fait. De part que la mauvaise éducation, ou de part du fait des mauvais choix de business. Ils ont fait des business tout simplement qui leur donnaient de l'argent, mais qui ne créaient pas de patrimoine en fait. Ou ils ont fait des business où le patriarche accumulait seulement l'argent, mais c'est-à-dire que ça ne créait pas de patrimoine. Et sur le plan de la transmission, les enfants ils n'ont pas compris en fait où le patriarche les a menés. Ou peut-être parce que le patriarche aussi, comme on n'écrit pas des livres, et on n'éduque pas les enfants dans ce sens, et nos richesses sont des fois des richesses entachées de beaucoup de flou, beaucoup de mysticisme, on n'arrive pas à démocratiser la richesse, ça ne s'explique pas. Ben, on pense tout simplement que la richesse, c'est l'accumulation des billets de banque. Et une fois le patriarche est parti, chacun commence à taper dessus, à aller prendre ce qu'il peut prendre. Et voilà comment les familles s'écroulent. Alors que lorsque tu vas bâtir une richesse fondée, bravée sur les roches comme ça, lorsque tu vas planter les arbres,
Lorsque tu vas planter des trucs comme le poivre, tu vois que c'est des cultures pérennes. Les palmiers, c'est pérenne. Même si derrière, la famille mange l'argent, mais ils ne vont pas manger les arbres. Les arbres vont sur plus de 200 ans. Le poivre va sur plus de 100 ans. Donc, ça va toujours être là. Être là. Lorsque vous allez sur les cultures faciles, rapides, on va vous dire c'est quoi? Vous avez dit le maïs, vous avez dit le soja, vous avez dit le piment, vous avez dit la tomate. On n'a pas le contrôle dessus. La tomate, c'est sur 3 mois. Heureux si tu reçus même la campagne. Combien peuvent faire que 5 hectares de tomates? Beaucoup vont faire les tomates sur 2 mètres carrés et vous disent qu'ils sont experts en tomates. Mais si on vous dit maintenant d'aller faire la tomate sur 10 hectares, 20 hectares, vous avez vu toutes ces compagnies de Ponzi qui sont venus vous dire on va vous faire les tomates clés à main. À partir du moment où ça commence à déborder 10 hectares, 20 hectares, ils sont incapables. Parce que ça demande beaucoup de technicité. Parce qu'il y a beaucoup de contingences qui entrent en jeu pour que la plantation puisse voir le jour. Ils n'ont pas le contrôle sur les semences. Ils n'ont pas le contrôle sur la météo. Ils n'ont pas le contrôle sur le type de sol. Ils n'ont pas le contrôle sur, je vais dire, sur les bioagresseurs, même en matière d'eau. S'ils vont faire la tomate sur 1000 hectares, comment ils vont faire pour irriguer 1000 hectares? Ils n'ont pas le contrôle. Ils n'ont même pas le contrôle sur le marché. Quand tu vas faire 1000 hectares de tomates, tu vas vendre à qui? La tomate, c'est un produit qui est périssable. On n'a pas avec les usines de transformation. C'est là où on met dans le film. Or que tout ce qui vient de te citer là, le poivre, c'est un produit qui se conserve sur 5 ans. Le Njiansang, tel que c'est comme ça se conserve sur plus de 5 ans. Parce que lorsque tu récoltes, tu sèches, ça reste sur 5 ans. Le pébé, les bitacola, oui, bitacola, c'est périssable. Mais le pébé, les rondelles, ça va sur plus de 3 ans, 4 ans que tu peux garder. Et tu peux même passer maintenant à la phase de transformation. Avec le Njiansang, avoir l'huile de Njiansang, avec le pébé, avoir l'huile de pébé, avec les rondelles, avoir l'huile de rondelle. Le poivre aussi, pareil. Le poivre, tu peux passer au modèle, à la phase industrielle, pour avoir, c'est-à-dire que l'huile de, pour avoir les arômes de poivre, qui est l'huile essentielle. Avec l'huile essentielle, avec le poivre, on peut distiller le poivre, avoir l'huile essentielle du poivre. Et il y a un procédé encore, une technique encore chimique très avancée pour pouvoir avoir la pipirine. Parce qu'il faut savoir que la pipirine, dans le poivre, c'est ça qui donne le piquant. Donc, on procède encore par des procédés tels que de pétrochimie pour avoir la pipirine. Donc, c'est encore la science, les gars. Ça demande de chercher la science. Donc, tu vois que quand l'huile essentielle du poivre, ça coûte les yeux de la tête. Maintenant, uniquement la pipirine, pour extraire la pipirine, c'est encore des procédés tels que pétrochimiques avancés. C'est la science encore, la chimie. Ça coûte encore les yeux de la tête. Donc tu vois que c'est un produit qui est avec énormément, avec énormément de bienfaits et énormément de plus-value. Donc voilà ce que je voulais partager concernant ce volet-là. Aujourd'hui, on se doit de chercher plutôt des richesses générationnelles. Si on veut impacter tel que le pays, on veut impacter l'Afrique. Ce ne sont pas les petits business alimentaires qu'on vient faire là. La richesse doit être familiale. Quand tu donnes un nom, quand on parle de Mercedes aujourd'hui, attends, non? Quand on dit Ferrari, c'est une famille. Quand on dit Lamborghini, c'est des familles. Quand on dit Auchan ici, on dit Leclerc, c'est des familles. Quand on dit ED, c'est des familles. Ça, c'est l'agroalimentaire. Quand tu entends Ford, c'est des familles. Quand General Motors, c'est des familles, en fait. Tu entends au Japon aussi, pareil, c'est des familles, les gars, c'est des familles. C'est des familles. Quitter avec ces petits business alimentaires où les gens font là en 6 mois, ils n'existent plus. Moi, le modèle où je partage avec toi, sur 200 ans, tu vas exister. Tu vas manger aujourd'hui, tu vas partir, tes enfants vont continuer, que sur plus de 200 ans. Et la meilleure façon de chercher la richesse, c'est ça, en fait. La pauvreté, c'est ça, en fait. Parce que chasser la pauvreté, il faut 150 ans pour chasser la pauvreté. 150 ans. Donc tu comprends avec ça que plusieurs familles, que nous sommes condamnés à rester dans la pauvreté, en fait. Nous sommes condamnés à rester dans la pauvreté parce que uniquement avec ton salaire,
tu vas t'essouffler. C'est pour ça que qu'on a des problèmes dans nos familles. Quand tes frères et soeurs vont commencer à te demander de l'argent tout le temps, ben, tu vas finir par craquer et dire ce qu'il ne faut pas dire. Et te séparer de ta famille à cause de l'argent. À cause de l'argent. Je parle, quand je dis famille, si tes frères et soeurs, je ne parle même pas de la grande famille. C'est pour ça que nous sommes disloqués. Parce qu'on ne maîtrise pas la science de l'argent. Il faut comprendre comment l'argent fonctionne. Monter avec un projet, un business, génération, un business qui va t'apporter, qui va te faire gagner de l'argent. Tu vois aujourd'hui que si tu as de l'argent n'est pas un problème. Tu pourras aujourd'hui impacter ta famille. Quelqu'un qui veut de l'argent, toi qui as compris comment l'argent fonctionne, tu vas faire comprendre que non. Te donner uniquement l'argent, ce n'est pas la solution. Je vais t'apprendre à pêcher. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je vais financer que ton projet. Afin que tu puisses comprendre comment l'argent fonctionne. On gagne de l'argent parce qu'on offre un service ou un produit. On ne gagne pas l'argent. L'argent, c'est ça que c'est l'argent en fait. C'est un outil. Donc tu vois que quand tu as cette position-là, tu pourras comme ça positionner chacun. Au lieu de donner le poisson, au lieu de donner, autant pour moi, au lieu de donner le poisson, tu vas plutôt apprendre aux personnes à comment pêcher ce poisson-là, à les rendre autonomes, à les rendre vraiment, c'est-à-dire que leur donner leur dignité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le fait de venir toujours donner aussi le poisson, tu ne leur donnes pas la dignité en fait. Ils deviennent dépendants. Donc, la façon de les rendre autonomes, c'est de leur montrer comment est-ce qu'on pêche le poisson. Comment est-ce qu'on pêche. Comme ça, c'est-à-dire que chacun pourra se diversifier et c'est comme ça qu'on pourra créer des familles fortes. Et si on crée des familles fortes, on va créer des communautés fortes. On va créer un pays fort, une nation forte. Et on pourra, aujourd'hui, influer sur les différentes lois qui régissent notre société. Et on pourra aussi peser lourd sur le plan international. Parce que oui, on pourra parler d'égal à égal, parce que nous avons les moyens de notre politique. Mais tant que nous n'avons pas les moyens de notre politique, ben, on sera tous les derniers de la classe. On sera tous ceux sur qui on vient suer les pieds, ou on vient de... Parce que sur le plan économique, technologique, scientifique, sur le plan de la recherche scientifique et technologique, sur le plan de la défense, sur tous les plans, nous sommes derrière en fait. Nous sommes derrière. Et lorsque tu fais la somme de tout ça, c'est la connaissance. Et c'est les moyens. Donc payons le prix maintenant, les gars, payons le prix maintenant afin de pouvoir bâtir des richesses, des familles fortes, des familles ayant des richesses générationnelles, afin que, si nous ne connaissons pas ça aujourd'hui, que nos enfants qui arrivent aient les moyens de leur politique. Oui, parce qu'aller faire des grandes écoles aujourd'hui scientifiques et technologiques, ça demande de l'argent. Une école aujourd'hui qui coûte 35 000 € l'année, je ne sais pas comment, par quel stratagème tu vas faire pour pouvoir payer cette école-là. Si tu n'es pas en train de penser à ça maintenant, les écoles technologiques, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir acquérir cette connaissance-là? Les écoles, les bonnes, les grandes écoles, ça coûte cher. Ah oui, si on va avoir des familles fortes, si on va envoyer des enfants très loin, on se doit de penser donc à des business durables. Des business durables. Voilà ce que j'avais à partager concernant des richesses générationnelles. Si tu es intéressé aussi par cette forme de richesse, regarde sur la barre de description de cette vidéo-là. Je partage avec toi 10 idées de meilleure culture hautement rentables qui te laissent comme ça dans une richesse, c'est-à-dire que à vie, quand je dis à vie, c'est plus de 200 ans. Et si tu veux aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc, il y a des cultures comme le poivre, le nyansang, le bitakola, le palmier à huile. Tu regardes, la formation est déjà disponible. Tu prends cette formation-là afin de pouvoir créer ta richesse, une richesse générationnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.